Nous sommes aujourd'hui avec François Gaspari dans les bureaux de la CGT à la Bourse du Travail à Toulouse. Nous allons faire une petite présentation. Bonjour François. Bonjour. Donc je vais faire une petite présentation. Tu as une formation d'éducateur spécialisé. Tu travailles dans une maison d'enfants à caractère social à Albi dans le Tarn. Tu es un syndicaliste CGT qui a des fonctions au sein de l'entreprise Amras, puisque tu es délégué syndical central, mais tu as aussi des fonctions au sein de l'Union fédérale de l'action sociale, dont tu es membre de la commission exécutive, et tu es aussi négociateur CGT pour la Convention collective 66. Aujourd'hui, on voit dans le secteur de la santé comment les politiques publiques de ces dernières années, la loi HPST, T2A, les suppressions de lits, les fermetures de services, ont complètement laminé notre système de santé, considéré pourtant comme un des meilleurs au monde. Les urgences sont en surchauffe, la psychiatrie est totalement délabrée et on ne compte plus les services de proximité qui ferment dans les zones rurales alors que les besoins existent. Ce tableau dressé, nous savons aussi que le secteur social et médico-social est en pleine mutation. Mise en place obligatoire des CPOM, tarification à l'acte, désinstitutionnalisation, réforme de la protection sociale, enfin, et j'en passe. Aujourd'hui, comment la CGT perçoit ces changements profonds au sein de notre secteur ? Quel impact cela va-t-il avoir sur les conditions d'accueil des usagers et surtout sur les conditions de travail des salariés? Quels vont être les moyens de résister à ce qui nous semble être un rouleau compresseur et comment mobiliser les salariés? Comment combattre pour gagner des droits nouveaux? Ce qui se passe effectivement, c'est que le secteur social médico-social, historiquement, traditionnellement, a été un secteur plus ou moins protégé pendant de longues années, alors que les attaques portaient essentiellement sur le sanitaire et sur l'hôpital public. Aujourd'hui, on voit bien les dégâts que tout cela occasionne. On pourrait parler de l'hôpital public, de la question des urgences qui sont mobilisées depuis plusieurs mois. Et on voit bien dans quel état, effectivement, toutes ces réformes ont mis nos politiques de santé. Et aujourd'hui, effectivement, les politiques s'attaquent effectivement au secteur social, médico-social, dans la droite ligne de ce qui se passe dans l'hôpital. On pourrait citer... Tu as cité tout à l'heure la T2A, donc toute la question de la tarification à l'acte à l'hôpital. C'est un dispositif calamiteux pour le secteur, puisqu'effectivement la tarification à l'acte, lorsqu'on appelle Séraphin PH, sur notre secteur d'activité, est en train d'arriver dans les établissements sociaux, médico-sociaux. C'est-à-dire qu'on ne met plus l'humain au cœur du dispositif, mais bien une gestion budgétaire et drastique, effectivement, sur la base d'une nomenclature des actes à concevoir. Donc effectivement, toute cette question, elle impacte aussi le social. Tu faisais état tout à l'heure de la question de l'externalisation, et effectivement, on voit bien que nos établissements, tels qu'on les a connus traditionnellement, sont en pleine mutation. On est confronté effectivement à la fermeture de lits, fermeture même de services entiers. C'est l'internat principalement qui est visé, au profit d'une externalisation donc, sur la mise en place de services extérieurs d'aide ou de maintien à domicile ou de dispositifs similaires, qui effectivement donc un seul but, c'est la question du coût. Ce sont des dispositifs qui coûtent 2 fois moins cher qu'une prise en charge classique en internat. Et donc tout ce secteur effectivement est aujourd'hui gravement impacté. On pourra parler aussi de l'attaque portée sur les conventions collectives, mais ça je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Et ces politiques austéritaires, effectivement, elles ont un impact direct sur les conditions de travail des salariés, mais aussi sur les conditions d'accueil des usagers. Et en tous les cas, en ce qui concerne les salariés, constat est fait nationalement sur l'ensemble des établissements ou des associations que la situation devient dramatique à tout plan, à tout niveau, que ce soit sur la question salariale, que ce soit sur la question du management du personnel, avec tous les dégâts que ça peut occasionner en termes d'absentéisme, d'inaptitude, de rupture conventionnelle. Voilà, et en termes et donc un impact aussi, bien sûr, quand on est mal sur son lieu de travail, effectivement, ça impacte bien évidemment aussi l'accueil des usagers. Concernant la convention collective 66, en tant que négociateur, tu es bien placé pour nous dire que Nexem est en passe de fortement attaquer les conquis des salariés qui sont sous la convention collective 66. À de nombreuses reprises, la volonté des syndicats employeurs a été de remettre en cause la convention en arguant du fait que notre convention n'était plus adaptée à notre secteur. Seule une mobilisation massive des salariés avait pu faire reculer nos patrons. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Parce que la situation semble très tendue. Comme tu le disais, effectivement, nos employeurs n'ont eu de cesse depuis une dizaine d'années de remettre en cause cette grande convention collective du secteur.
En 2009 déjà, il y avait eu déjà une tentative, alors à l'époque ce n'était pas Nexem, c'était le Cinéas, syndicat employeur qui depuis, par fusion avec un autre syndicat, est devenu Nexem, mais déjà en 2009, nos employeurs avaient tenté effectivement de mettre à bas la convention collective 66 et donc en proposant aux salariés du secteur une nouvelle convention collective avec une diminution drastique des acquis et des dispositions conventionnelles. Cette attaque avait échoué, effectivement, de par la mobilisation que cela avait créée sur le secteur, et donc en 2009, nos employeurs ont reculé sur ce projet. Aujourd'hui, 10 ans après, nos employeurs reviennent à la charge. Alors ils reviennent à la charge par un biais un peu différent. Je pense qu'ils ont bien retenu la leçon effectivement de 2009, et aujourd'hui, donc, ils nous proposent à nouveau de fusionner la convention 66 avec une autre convention collective qu'on appelle les accords CHRS, donc les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui est une petite convention collective de 15 000 salariés. Je rappelle que la 66 couvre 320 000 salariés en France. Et Nexem donc utilise ce billet, donc cherche à fusionner ces deux conventions collectives, alors non pas pour intégrer les accords CHRS dans la 66, mais simplement se servir de cette fusion un peu comme cheval de Troie pour remettre à plat ces deux conventions collectives et donc remettre à plat totalement la 66. Alors ce qui nous inquiète grandement, alors je tiens à dire que là au niveau national effectivement il y a une intersyndicale qui est majoritaire dans le cadre de la 66, donc CGT, FO et Sud, et actuellement effectivement nous sommes rentrés en résistance contre Nexem face à ce projet, puisque nous avons bien compris que le projet Nexem d'un nouvel environnement conventionnel, c'est ainsi qu'il le nomme, qui doit se faire à budget constant, voilà, ce que Nexem nous rappelle très régulièrement au cours des négociations, ce nouvel environnement conventionnel sera synonyme, effectivement, d'une remise en question très importante des acquis conventionnels, des acquis que nous avons obtenus depuis plus de 50 ans. Et en outre, Nexem, effectivement, refuse lors des négociations, effectivement, d'annoncer clairement quels sont ces projets dans le cadre de cette nouvelle négociation qu'ils appellent de tout leur vœu. Donc effectivement, il y a eu, dans le cadre des commissions nationales paritaires de négociation, depuis en gros mai et juin, les choses se durcissent vraiment avec Nexem, qui, on a bien compris, veut absolument, à mandat de son conseil d'administration et de son assemblée générale, d'aller vers ce qu'on appelle, nous, ce démantèlement de la 66. Et donc ce projet de fusion, nous sommes aujourd'hui au pied du mur, puisque Nexem nous pose un ultimatum pour le 10 octobre prochain, quant à la signature d'un accord de fusion de la Convention 66 et des accords CHRS. Dans les conditions actuelles, bien sûr, il est hors de question de rentrer dans un tel dispositif, Nexem étant en face une sorte de chantage, puisque nous disons que effectivement ils ont un projet de nouvel environnement conventionnel, mais que si nous voulons en connaître le contenu, il faut auparavant signer l'accord de fusion. Donc bien sûr, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne signerons pas un chèque en blanc au syndicat employeur. Et d'ailleurs, nous avons fait appel au ministère du Travail et à la Direction générale du travail. Nous les avons interpellés officiellement au mois de juillet pour obtenir un rendez-vous auprès du ministère pour avoir un peu l'avis du ministère sur cette fusion qui pour le moment n'existe pas, puisque tant qu'il n'y a pas d'accord de fusion, la fusion n'existe pas. Et donc il y a une rencontre qui est prévue tout prochainement au ministère du Travail pour faire le point. Ce que nous craignons très franchement, c'est que le ministère regarde plutôt d'un bon œil cet accord de fusion de convention collective, puisque là s'inscrit en droite ligne, s'inscrit dans la politique effectivement de regroupement des branches professionnelles qui est prônée par le gouvernement, tout au moins le gouvernement Macron, depuis qu'il est en place. Alors effectivement, aujourd'hui on est au pied du mur, c'est une véritable alerte qu'on lance autour de la 66. On estime que de toute façon, il va falloir, nous en tant que négociateurs, nous serons impuissants, enfin on essaie de tout faire pour essayer de bloquer le projet. Je rappelle qu'on est majoritaire avec les deux autres organisations syndicales, mais sans la mobilisation massive du secteur, effectivement, la bataille sera perdue d'avance. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris qu'il y avait une urgence absolue autour de cette question, et que nous, l'objectif premier, de toute façon, c'est la sauvegarde à tout prix de la 66. Il est hors de question, dans le contexte actuel, dans l'état dans lequel est actuellement le secteur, on le rappelait tout à l'heure, en termes de conditions de travail, en termes d'accueil des usagers, avec toutes les incertitudes qui pèsent sur nos établissements,
il est hors de question que nos employeurs s'attaquent aujourd'hui au dernier rempart qu'il reste aux salariés, c'est-à-dire la convention collective 66. Donc bien sûr, avec derrière, on a déjà eu quand même quelques pistes de la part de nos employeurs. Effectivement, ils veulent s'attaquer à tous les aspects de la convention collective, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des salaires, des classifications, des congés. Nous savons que la question des congés trimestriels dans les établissements est une question très sensible. Ça, je pense que si Nexem arrive à mettre son projet en place, ça va passer à la moulinette. Voilà. Les congés d'ancienneté, etc., etc. Donc, bien sûr, tout le monde a compris autour de la table que Nexem envisage un nouvel environnement conventionnel au rabais qui aurait des conséquences dramatiques pour tous les salariés de la branche 66 et que donc nous combattons fermement aujourd'hui. Mais encore une fois, on compte vraiment sur une mobilisation massive des salariés puisque le risque qui se profile là, dans les semaines ou les mois à venir, c'est que si Nexem n'arrive pas à mettre en place son projet de fusion des champs conventionnels qui lui permettrait de remettre à plat les conventions collectives, on pense que le syndicat employeur n'aura pas d'autre choix que d'aller vers une dénonciation pure et simple de la 66. Alors je sais que nous en parlons depuis longtemps, ça fait des années effectivement qu'on craint cette dénonciation qui serait dramatique puisque à partir du moment où Nexem dénoncerait la convention, il nous resterait 15 mois, 3 mois de préavis et 1 an de négociation pour renégocier une nouvelle convention collective. Et si ces négociations n'aboutissaient pas, ce serait encore plus dramatique puisque là, les salariés de la 66 se retrouveraient ni plus ni moins sous le Code du travail, sous les dispositions uniques du Code du travail et donc avec la perte de tous les acquis que nous connaissons aujourd'hui. Pour finir, on sait que tu as des fonctions au sein de l'entreprise en race. Les élections CSE approchent à grands pas. La CGT en race a signé l'accord CSE, le protocole d'accord préélectoral. Après 10 mois de négociations, quelle analyse tu fais de cet accord CSE et quels sont les enjeux pour la CGT en race face à ces élections? Alors, concernant ces élections, effectivement, la question des CSE, c'est une question majeure. Donc pour commencer, je vais peut-être commencer par la fin. La CGT en race, effectivement, a signé l'accord d'entreprise, puisque vous savez qu'au niveau des élections, la négociation se mène en 2 parties, donc l'accord d'entreprise et le protocole d'accord préélectoral. Pourquoi? Alors tout d'abord, il faut remonter un peu en arrière. D'où sont issus les CSE? Les CSE sont issus effectivement des ordonnances, les fameuses ordonnances Macron, qui effectivement se sont attaquées directement aux instances représentatives du personnel, en mettant en place donc ce fameux comité social et économique qui vient se substituer aux instances que nous connaissons actuellement, à savoir délégués personnels, comité d'entreprise et CHSCT. Alors les ordonnances Macron, bien sûr, la CGT les a condamnées et les a combattues pendant des mois. Malheureusement, ces ordonnances, puisqu'on a bien compris qu'effectivement il y avait une réduction massive des moyens et aussi bien pour les représentants du personnel que touchant à la question de la proximité vis-à-vis des salariés. Donc la CGT a combattu effectivement ces ordonnances Macron. Force est de constater aujourd'hui qu'effectivement cette bataille a été perdue, mais la guerre n'a pas été perdue, mais cette bataille-là, cette bataille importante a été perdue, et que donc ces ordonnances Macron aujourd'hui elles s'imposent à nous. Donc les CSE, nous n'avons pas le choix, il faut qu'au plus tard, toutes les entreprises de France, quels que soient les secteurs, aient conclu un accord CSE au 31 décembre de cette année, 2019. Donc bien sûr, nous sommes rentrés en négociation, tu le disais, 10 mois de négociation, une très longue négociation, avec au final, alors je pense que nous avons très honnêtement obtenu, on a essayé de limiter la casse au maximum, et je pense que nous avons obtenu un très bon accord CSE. Je rappelle aussi que nous avions négocié aussi un accord de méthode qui nous a permis, donc sur la manière dont nous allions mener la négociation, et notamment aussi toute la partie concernant l'information aux salariés. Pour nous, il était primordial que les salariés sur les établissements aient connaissance de l'avancée des négociations et que donc nous avons obtenu la possibilité effectivement de réunions d'information syndicale qui nous ont permis, avec des moyens pour les responsables syndicaux qui se déplacent sur place, donc des réunions d'information syndicale qui ont permis d'aller au-devant des salariés et donc de les informer des enjeux concernant ces élections. Alors, en ce qui concerne l'ENRAS, et donc ces élections donc, qui se tiennent le 7 novembre prochain pour le premier tour, effectivement, on a opté pour une formule un peu spécifique. Bon, je rappelle que la CGT réclame, elle, un CSE par établissement.
Mais au regard de la configuration de l'ANRAS, je rappelle qu'on est quand même une soixantaine d'établissements, donc répartis sur établissements et services, répartis sur l'ensemble de la région Occitanie, et que donc avec des grandes filières, filière sociale, protection de l'enfance, filière médico-sociale avec les IME-ITEP, filière EHPAD, nous avons 7 EHPAD au sein de l'association, et d'autres structures comme les résidences habitat jeunes, voilà. Donc il nous est apparu, au regard de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire au regard de toutes les réformes qui se mettent en place, et on pourrait notamment citer la question des CEPOM, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui sont des dispositifs, effectivement, des nouveaux dispositifs de financement pour les établissements relevant du médico-social. Ces CEPOM, aujourd'hui, ils sont pilotés directement par l'association, c'est-à-dire ce sont des CEPOM associatifs, c'est-à-dire que la gestion de ces dispositifs qui vont déterminer les financements dans les 5 ans à venir échappe totalement aux directions d'établissement. Donc c'est un pilotage exclusif au niveau de l'association, et il nous a paru stratégiquement intéressant, puisque nous n'avions plus la possibilité au niveau de nos anciens CE sur les établissements de faire face à un tel dispositif, de pouvoir s'organiser effectivement en filière professionnelle. Donc ça été un des premiers points. Le second point, qui nous est apparu très important, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'instances fonctionnaient mal, les anciennes instances fonctionnaient mal, voire pas du tout. Sur certains établissements, des petits établissements, des établissements éloignés ou qui sont quelque peu des déserts syndicaux, et que le fait de pouvoir s'organiser, de monter un CSE filière, donc aujourd'hui au niveau de l'ANRAS, nous avons signé pour 4 CSE filières, ça permettrait aussi de faire jouer la solidarité entre salariés, la solidarité entre élus, et de pouvoir être présent, les gros établissements où il y a une structure syndicale implantée, où il y a des instances qui fonctionnent depuis des années, permettent effectivement de faire jouer la solidarité envers nos collègues des petits établissements qui trop souvent se sont trouvés totalement esselés face à leur direction et très éloignés un peu des préoccupations ou associatives du secteur. Donc ça pour nous c'est un aspect primordial. Et enfin j'ai envie de dire le dernier aspect que nous avons réussi je pense, à négocier correctement, c'est la question de la proximité véritablement avec les salariés des établissements. Puisque vous avez bien compris qu'il y aura des CSE, ça ne sera pas par établissement, c'est par filière, et que nous, la contrepartie à la mise en place de ces CSE, c'est qu'il y ait un dispositif qui permette de conserver ces proximités immédiates avec les salariés sur les établissements. Ça, les ordonnances Macron nous en donnent la possibilité, ça s'appelle les représentants de proximité, sauf que les ordonnances sont totalement muettes sur le contenu, sur les missions, sur les moyens. Elles donnent juste la possibilité de mettre en place des représentants de proximité. Donc ça, c'est un des points très importants que nous avons négocié aussi à l'ANRAS. Et donc nous avons obtenu, en plus donc, de la mise en place de ces 4 CSE filières, effectivement la mise en place de représentants de proximité sur les établissements qui vont avoir pratiquement mission équivalente aux anciens délégués du personnel, c'est-à-dire sur les revendications individuelles ou collectives à porter auprès de la direction, avec pratiquement les mêmes fonctionnements, réunions mensuelles, cahiers des représentants de proximité, dans lequel seront consignées les questions et les réponses de la direction. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons obtenu aussi la mise en place, il y a actuellement, sur l'ensemble des établissements, plus de représentants de proximité qu'il y avait à l'heure actuelle, on va dire, de délégués du personnel. Donc, bien sûr, on a négocié les moyens, effectivement, les moyens aussi pour ces représentants de proximité en termes d'heures. Ce seront aussi des salariés protégés. Et donc, au travers de ces représentants de proximité, on a une garantie que la question de la proximité, parce qu'on a bien compris que les CSE, tels que voulus par les ordonnances Macron, la volonté c'était d'écarter les instances, d'éloigner les instances des salariés. Avec cette mise en place des représentants de proximité sur les établissements, cette proximité sera réelle. Et donc ce seront des représentants qui seront désignés par les élus du CSE, qui ne seront pas élus par le personnel, mais désignés par les élus CSE. Et bien évidemment, ce qui sera intéressant, c'est nous mettrons en place aussi un lien permanent entre les représentants de proximité et les CSE, afin que les problématiques les plus importantes rencontrées sur les établissements puissent remonter et être traitées au niveau du CSE filière. Donc au final, j'ai envie de dire, effectivement, c'est un bon accord. Effectivement, moi je suis à l'Union fédérale Action sociale, donc on voit passer tous les accords nationaux CSE. Très honnêtement, je pense que nous avons un bon accord. Alors je ne dirais pas un très bon accord, parce que ça reste quand même, on est quand même toujours dans le cadre des ordonnances Macron, hein, donc encore une fois je le dis, je pense qu'on a réussi effectivement à limiter la casse concernant les instances représentatives. Mais honnêtement, comparativement à l'ensemble des accords qui ont été signés, je pense
qu'au niveau de la CGT en race, en tous les cas, on a tout fait pour avoir, je veux dire, le meilleur accord possible qui garantisse un peu aux salariés d'être défendus au plus près de leurs préoccupations dans les établissements.